C'est parfait. Donc on est réunis ce soir pour parler de la succession et de l'indivision. Ça va être assez simple. On va d'abord commencer par définir ce que c'est qu'une indivision, parce que ce n'est pas forcément toujours évident. On confond souvent les quelques notions. Ensuite, on verra comment on gère une indivision et comment on peut en sortir, sachant que la sortie peut être amiable ou judiciaire. Il faut mieux en sortir de façon amiable que judiciaire, comme d'habitude. C'est toujours plus simple, mais on verra qu'il y a deux modalités de sortie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être en indivision ? Quand on est en indivision, ça signifie qu'on est propriétaire à plusieurs. Ça peut être à 2, ça peut être à 3, ça peut être à 4, ça peut être à l'infini. En tout cas, on est plusieurs personnes propriétaires d'un même bien, que ce soit des biens mobiliers, par exemple des actifs bancaires, ou des biens immobiliers. Et on ne peut pas déterminer qui est propriétaire de quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'indivision, on parle d'universalité. Donc on est tous propriétaires. Pardon. Ah, ça marche en fait. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, ben, c'est parfait. Donc, quand on est donc dans l'indivision, on est propriétaires tous ensemble d'une quote-part dans l'universalité que représente l'indivision. Et les gens qui sont propriétaires en indivision, on les appelle les indivisaires. Alors, l'indivision, elle peut être choisie ou elle peut être subie. Elle est choisie quand on fait un achat à plusieurs. Donc souvent, c'est un couple qui achète en indivision un bien immobilier, par exemple. Donc là, on choisit d'être en indivision et on organise son indivision ensemble. Donc là, on s'entend bien, tout est parfait. En général, on est globalement en bonne ambiance. Donc on ne se préoccupe pas forcément des choses en se disant tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. En fait, il s'avère qu'il faut mieux préparer les choses comme si on était fâché quand on est dans l'indivision, pour que le jour où on est fâché, les règles soient posées. Si on dit il n'y a pas de problème, on est dans l'indivision, on gère comme ça, on suit le code civil, il faut quand même avoir compris quelles étaient les règles qui sont déterminées par le code civil. Et il faut bien le voir. Alors ça, c'est une indivision qui est choisie, on achète ensemble. Et puis elles peuvent être subies quand on est par exemple en succession ou suite à une donation. Donc vous avez vos parents qui décèdent, vous êtes propriétaire avec vos frères et sœurs, vous devenez propriétaire en indivision d'un bien immobilier ou d'un actif bancaire. Ou alors vos parents vous donnent un bien à plusieurs, vous donnez un bien à vos enfants, à plusieurs enfants, les enfants se retrouvent en indivision sur ce bien que vous avez donné. Donc une indivision volontaire, c'est on achète ensemble et on a choisi l'indivisaire avec qui on voulait être dans l'indivision. On l'a subi, soit par succession, et quelquefois on ne sait pas avec qui on va être héritier, donc on est complètement dans l'ignorance du nouvel indivisaire avec qui on va se retrouver, on ne le connaît pas, ça se passe parfois très bien, parfois moins bien, ou alors on a une donation par les parents aux enfants, ou par un oncle, une tante, aux neveux et nièces, ou autre personne d'ailleurs, mais on se retrouve dans l'indivision, et là elle est subie. On peut se retrouver également dans une indivision subie suite à un divorce. Alors vous allez me dire, elle est plus ou moins subie parce qu'on était ensemble, on a décidé d'acheter ensemble et puis on liquide son régime matrimonial et on se retrouve dans l'indivision forcée avec son conjoint. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est en matière de divorce parce que là, souvent, les choses sont déjà un peu gâtées et c'est compliqué de pouvoir en sortir. Donc chaque indivisaire est propriétaire d'une quote-part. Donc on va prendre l'exemple du couple qui décide d'acheter un bien en indivision et on va regarder qui apporte quoi, combien d'argent, qui rembourse l'emprunt, à concurrence de combien. Et là, on va déterminer ce qu'on appelle les quotes-parts indivises de chacun. Et elles vont être déterminées en fonction de ce que chacun va apporter dans le bien pour l'acheter. Donc on va pouvoir se retrouver en indivision à concurrence de 60% 40%, à concurrence de 5% 95% quand on achète le bien. Quand on se retrouve en indivision subie, c'est pareil, que ce soit en succession ou en donation, on va se retrouver avec une quote-part indivise de l'universalité du bien, donc à concurrence de la quote-part qui vous appartient. Vous avez 3 enfants, vous décédez, ils se retrouvent chacun en concurrence d'un tiers. Si vous n'avez rien envisagé par un testament, ils se retrouvent en indivision à concurrence d'un tiers chacun. Donc là, vous allez vous retrouver avec des droits sur l'ensemble du bien. Donc on ne va pas pouvoir dire, moi je prends la chambre, toi tu prends le salon, ça c'est pas possible.
où je prends les actions trucs, parce qu'on m'a donné un PEA ou on a hérité d'un PEA. Moi, je prends les actions Air Liquide, toi, tu prends les actions. Non, ça, c'est tout le monde est propriétaire de tout, à concurrence des quotes-parts. Alors, il y a des gens qui choisissent de rester dans l'indivision. Souvent, cette indivision, elle est conservée pour maintenir un bien dans une famille, un bien immobilier. Donc, vous avez un bien à Megève, vos enfants héritent de ce bien et ils se retrouvent en indivision sur l'ensemble du bien. De cette façon, ils vont pouvoir gérer ensemble le bien. Si le bien, on va voir après que si le bien génère des revenus, est frugifère, donc génère des revenus, vos enfants vont récupérer à concurrence de leur quote-part dans le bien immobilier, la quote-part qui leur revient dans les revenus de ce bien. Mais en contrepartie, il faut que chacun assume le passif, assume les charges à concurrence des quotes-parts qui lui reviennent. On verra tout à l'heure que ce n'est pas forcément toujours facile de se mettre d'accord. Il y a des choses qui peuvent être décidées par une personne à charge pour elle de se faire rembourser parce que c'était quelque chose qui était important pour le maintien de l'immeuble, par exemple, où tout le monde va se mettre d'accord, où il faut des règles de majorité. Donc ce n'est pas forcément toujours évident, mais on peut vouloir rester dans l'indivision. Souvent, on reste dans l'indivision, surtout quand le bien est frugifère, c'est-à-dire qu'il génère des revenus, parce que là, comme il y a des revenus, c'est pas très grave, parce qu'on ouvre ce qu'on appelle un compte d'indivision, sur lequel sont versés les revenus, les loyers par exemple, et puis sur ces sommes-là, on va payer les charges, donc quand il y a des revenus, c'est pas un souci. C'est quand c'est un bien, par exemple, au bord de mer, on va voir ça comme ça, les enfants veulent tous y aller à la même période. Dans les familles recomposées, on va voir que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a un qui est divorcé, donc il a les enfants une année au mois d'août, une année au mois de juillet, mais son frère et sa sœur, ils n'ont pas forcément les mêmes vacances, donc c'est compliqué parce que tout le monde veut aller toujours aux mêmes périodes. Pour un bien au bord de mer, c'est en général juillet et août. Il faut donc organiser cette indivision. Donc, elle peut être subie par le décès, mais à la fois, il va falloir qu'on s'organise pour gérer cette problématique d'occupation du bien, de dépenses dans le bien et de récupération des revenus du bien. Donc, il faut que tout le monde s'entende. En clair, quand on a une division, il faut une bonne entente. Alors, les droits et obligations de chacun des co-indivisaires. Chaque indivisaire a l'obligation de contribuer donc aux dépenses à proportion de ses droits dans l'indivision. Donc s'il possède par exemple 25% du bien, il a la charge de 25% des dépenses qui sont afférentes au bien. S'il y a un seul des indivisaires qui assume seul les dépenses, qui normalement incomberaient à tous, il va disposer d'un recours contre ses co-indivisaires pour récupérer ce qui a excédé sa contribution. Donc ça coûtait 100, il en devait 25, il a payé 100, il doit se récupérer 75 sur les autres, ce qui est tout à fait normal. Chaque indivisaire est également responsable de toutes les dégradations ou des pertes du bien indivis, sauf si elles sont le fait d'une seule personne. Donc, si vous êtes 3 indivisaires, qu'il y en a un qui est négligent, c'est lui qui fait péricliter le bien, c'est lui qui devra réparer le bien. Normalement, si personne n'a fait fonctionner le bien et l'a laissé péricliter, chacun devra payer à hauteur de ce qu'il a fait péricliter le bien, à hauteur de ses droits dans l'indivision. Ensuite, chacun a le droit donc à récupérer les fruits, donc tout par exemple les loyers, si le bien est loué, et toujours à concurrence de ses droits dans l'indivision. Et ce qu'il faut voir, normalement, chacun peut jouir du bien, bien sûr, dans la limite de ses droits dans l'indivision. Pardon ? En cas de démembrement, dans le cas de l'indivision. Oui. Alors, je vais vous répondre dans 2 secondes de ça, parce qu'en cas de démembrement de l'indivision, en cas de démembrement de propriété, vous avez des gens qui sont nus propriétaires, des gens qui sont usufruitiers. L'indivision n'existe pas entre un usufruitier et un nu propriétaire, parce que les nus propriétaires et les usufruitiers ont des droits qui sont de nature différente. Donc vous pouvez avoir des indivisaires sur la nue propriété, des indivisaires sur l'usufruit, mais un nu propriétaire et un usufruitier ne peuvent pas être en indivision. Donc j'ai papa qui est usufruitier, j'ai le fils qui est nu propriétaire, ils ne sont pas en indivision. Ils ont chacun des droits différents sur l'immeuble. Ce sont 2 droits réels différents.
D'accord? Donc on ne parle pas d'indivision en cas de démembrement de propriété, sauf entre les nus propriétaires et les usufruitiers. Mais entre les deux, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'indivision. Donc, je reviens au fait que tout le monde peut jouir du bien comme il l'entend. Donc l'accès au bien est libre. L'accès au bien qui est en indivision est libre et chacun peut aller dans l'immeuble quand il le souhaite. En revanche, s'il y en a un qui l'occupe de façon exclusive, c'est-à-dire qu'il a seul les clés et qu'il n'y a que lui qui en jouit, il est en principe redevable de ce qu'on appelle une indemnité d'occupation. C'est normal, il n'y a que lui qui peut en jouir, puisqu'il n'y a que lui qui a les clés, donc il doit aux autres un loyer qui correspond à la quote-part de ce qu'il n'a pas. Donc par exemple, il est propriétaire de 25%, il l'occupe exclusivement, il devra une indemnité d'occupation à concurrence de 75% de la valeur locative du bien. D'accord ? Quels sont les pouvoirs de décision des indivisaires? Alors là, la loi fixe des règles qui sont applicables à tous les biens qui sont détenus en indivision. Mais ces règles ne sont pas d'ordre public, c'est-à-dire qu'on peut y déroger conventionnellement. Les indivisaires ont donc la possibilité d'établir ce qu'on appelle une convention d'indivision afin d'adapter donc le fonctionnement à leur situation particulière. Donc, la loi dit vous avez des pouvoirs de gestion qui sont à concurrence de vos droits dans l'indivision, mais vous pouvez très bien dire, c'est quand même, il n'y a que toi qui l'occupe, il n'y a que toi qui en profite, donc c'est toi qui vas entretenir la totalité du bien, c'est toi qui vas payer toutes les dépenses, sauf les grosses dépenses. Et là, on commence à rentrer dans la négociation et on organise la convention d'indivision. Donc la convention d'indivision, elle va porter sur des tas de points, c'est-à-dire qui va l'occuper, comment, à quelle période, sur quelle durée, est-ce qu'il va y avoir des droits, des sommes à payer pour celui qui les occupe? Comment est-ce qu'on va les répartir? Donc par exemple, vous vous dites, on est trois, on a une maison à la mer, on est d'accord, on l'occupe chacun juillet, août, septembre, parce qu'il y en a toujours un qui vient en juillet, l'autre en août, l'autre en septembre, ils sont d'accord. Mais là, on va se dire, mais ok, les charges, comment on les répartit? Parce que quand vous êtes à deux pour occuper une maison, par exemple en juillet, mais qui sont 18 au mois d'août et 4 au mois de septembre, les dépenses de chauffage, entre guillemets, tout dépend de la région dans laquelle vous êtes, mais admettons que vous soyez en Normandie, il y a parfois un peu de pluie, même au mois de juillet ou en août, et rarement au mois de septembre. Donc quand vous êtes en Normandie, il va falloir peut-être un peu chauffer, il va falloir mettre du bois dans la cheminée, il y a les dépenses d'eau, il y a les dépenses d'électricité. Donc qui paye quoi et à concurrence de combien? Donc tout ça devra être organisé, c'est-à-dire qu'on vient à deux, enfin on peut l'organiser, vous pouvez très bien dire non on s'en fiche, ce qui sera dépensé au mois d'août, on prend le compteur au départ, on prend le compteur à la fin du mois, et puis tout ce qui a été dépensé, on le facture à celui qui l'a pris. Après il faut vous dire qu'il ne faut pas trouver l'égalité, l'équité n'est pas l'égalité. Donc il faut absolument voir quel est votre seuil de douleur, c'est-à-dire que est-ce que moi j'accepte de payer la facture d'eau sur toute l'année, peu importe si moi on n'était que deux quand on y allait alors que mon frère y est allé avec 5 personnes. Moi je m'en fiche, c'est pas grave, on répartit tout et puis l'année d'après ce sera peut-être moi qui serai avec d'autres. Donc pas de souci, on répartit en fonction de l'année, on est 3, on divise en 3 les dépenses. C'est pas toujours comme ça que ça se passe et ce qu'il faut c'est beaucoup discuter. C'est-à-dire que quand vous mettez en place une convention d'indivision, il faut, enfin moi c'est ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de dire bon, quel est mon seuil de douleur? Qu'est-ce que moi je serais capable d'accepter si jamais il y a tel et tel comportement? Est-ce que je suis capable d'accepter que je paye une facture qui normalement devrait être à la charge de mon frère et ma sœur? On lise tout sur l'année et c'est là où il faut faire des petites cases, enfin il faut faire un tableau chacun de son côté et puis après on se revoit et puis on en discute. Une convention d'indivision, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en 2 secondes et demie, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une convention d'indivision également, ça peut se transformer. C'est-à-dire qu'on peut partir sur des bases et puis au fur et à mesure où on voit comment on fonctionne, on peut la faire évoluer. Tout ça dépend de la bonne entente et de la bonne ambiance que vous avez tous ensemble. Ce qui n'est pas toujours évident. Donc la gestion d'indivision, on peut la faire classiquement. Soit on suit les règles du Code civil, donc vous allez aux articles 815 et suivants du Code civil, où là, on va vous dire que
il faut le consentement de tous les indivisaires pour tous les actes les plus importants. Donc là, on parle d'unanimité. Donc dès qu'on refait la toiture, il faut l'unanimité de tout le monde. On fait un ravalement de façade, il faut l'unanimité de tout le monde. En revanche, on change la chaudière, sauf si on passe d'une chaudière classique à une chaudière aérothermique ou je sais pas trop, enfin je sais plus trop, géothermique ou je sais pas quoi, qui coûte très cher. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on règle l'unanimité ou pas? Donc tout ce qui est très important, vous suivez le code civil, c'est l'unanimité. Toutes les dépenses, on va dire, on met un coup de peinture dans la maison, c'est pas très important, c'est ce qu'on appelle des dépenses un peu locatives. Là, on n'a pas besoin de l'unanimité. Mais tout ce qui est dépenses importantes, c'est l'unanimité. Après, vous pouvez y déroger. Hein. Un indivisaire peut, tout seul, même s'il n'a que 5% d'indivision, décider des mesures qui viseraient à conserver les biens indivis, même si ça ne présente pas un caractère d'urgence. En revanche, vous devez toujours informer les autres indivisaires des décisions que vous avez prises. Par exemple, vous engagez des dépenses pour recouvrer des loyers d'un locataire qui n'est pas diligent. Comme c'est pour le bien de l'indivision, même si vous avez que 5% de l'indivision, vous pouvez engager des mesures pour récupérer ces loyers-là. Mais il faut que vous informiez les autres indivisaires. Vous pouvez faire des travaux d'entretien, de remise en état. Vous pouvez faire établir un inventaire, vous pouvez faire une déclaration de sinistre à votre assurance, il y a un dégât des eaux, vous pouvez seul faire une déclaration de sinistre à l'assurance. Les mesures que vous allez prendre seul, il faut les financer. Et là, l'indivisaire peut soit faire l'avance des frais, tout seul, sur ses fonds propres, et il va en réclamer le remboursement aux autres indivisaires, lors soit du partage, soit de la vente du bien indivis, soit au fur et à mesure, hein, mais ça c'est le pire des cas. Soit il va utiliser les fonds indivis qui se retrouvent sur un compte indivis, il va les utiliser, il va payer ces dépenses-là. Soit il va demander l'autorisation au tribunal d'utiliser les fonds indivis qui sont détenus par un tiers, où il va obliger les indivisaires à financer les dépenses avec lui. Donc tout ça, quand on arrive à prendre la tâche d'un juge, ça met du temps. Non pas que la justice est lente, mais il faut voir qu'ils ont souvent d'autres chats à fouetter, malheureusement. Et avoir l'autorisation du tribunal pour remettre en l'état un bien, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. En tout cas, de plus rapide. Et quand il y a quelque chose d'important, il ne faut pas commencer à rentrer dans ce truc-là. Ça, c'est les mesures qu'un indivisaire peut prendre seul. Ensuite, il y a des mesures qu'on ne peut prendre qu'à la majorité des 2 tiers. Donc là, c'est l'article 815-3 du Code civil qui permet que certains actes d'administration puissent être décidés à la majorité des 2 tiers, même s'il y a des indivisaires, l'autre tiers, qui s'y opposent. Donc, on peut effectuer tous les actes d'administration, on peut donner à un indivisaire ou à un tiers un mandat général pour administrer l'indivision, on peut vendre les meubles indivis pour payer les dettes et les charges de l'indivision, et on peut conclure et renouveler des baux, à condition que ces baux ne soient pas à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Donc en clair et sans décodeur, tous les baux qui sont à usage d'habitation, c'est-à-dire les baux de 3 ans, pas de souci, un indivisaire à la majorité des 2 tiers, les indivisaires à la majorité des 2 tiers peuvent conclure un bail seul. En revanche, un bail commercial, c'est en général 9 ans et plus, un bail rural, un bail industriel ou un bail artisanal, on ne peut pas le conclure à partir du moment où, même si on a la majorité des 2 tiers. Donc ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça. Donc vous pouvez conclure un bail, globalement, un bail à usage d'habitation, mais pas plus. Et puis, il y a des mesures qui doivent être prises à l'unanimité. Donc on a vu, il peut gérer, un indivisaire seul peut le gérer même s'il a un très faible pourcentage. Il faut, pour certains actes, la majorité des 2 tiers. Et ensuite, il y a des décisions qui ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. C'est la vente notamment du bien ou la donation du bien indivis. Évidemment, vous ne pouvez pas donner et hypothéquer le bien sans avoir l'autorisation unanime de l'ensemble des indivisaires. En revanche, ça c'est les règles qui sont posées par le Code civil. Ces règles-là, on peut y déroger par la volonté des parties. C'est-à-dire qu'on peut donner des nouvelles règles de majorité ou imposer des règles plus strictes à l'unanimité pour faire certains travaux. Là, toujours,
vous pouvez y déroger, mais il faut, dans la convention d'indivision, que ce soit bien réglé. Si vous n'avez pas de convention d'indivision, on suivra ces règles-là. Seul, 2/3, unanimité. D'accord ? Alors, si on gère conventionnellement, c'est-à-dire qu'on est d'accord ensemble, on a une convention d'indivision, comment est-ce qu'on va la gérer? Donc à partir du moment où les indivisaires ont décidé d'organiser, améliorer la gestion du bien, ils peuvent conclure cette convention d'indivision et tout ça doit être fait par écrit. C'est l'article 1873-1 du Code civil et suivant bien sûr, qui doivent être établis par écrit à peine de nullité. C'est-à-dire que la convention d'indivision, toujours un écrit, sinon ça ne vaut pas. Si vous n'avez pas d'écrit, ce n'est pas la peine d'y penser, ça ne sera pas applicable. Si jamais la convention d'indivision porte sur un bien immobilier ou sur plusieurs biens immobiliers, il faut que cette convention soit établie par un notaire. Puisque c'est un bien immobilier qui est l'objet de la convention d'indivision, il faut que cette convention d'indivision soit établie par notaire pour qu'elle soit publiée et opposable au tiers. Donc c'est très important, bien immobilier, notaire. Ça c'est le réflexe classique, à partir du moment où on parle d'immobilier, on parle de notaire. C'est souvent assez facile, mais il faut s'en rappeler. La convention d'indivision, elle peut être conclue soit pour une durée déterminée, mais on ne peut pas excéder 5 années. Donc, à partir du moment où vous décidez de conclure une convention d'indivision avec vos co-indivisaires, vous pouvez en conclure une. Vous la faites pour 5 ans maximum, 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, mais elle ne peut pas dépasser 5 ans. Au bout de 5 ans, vous pouvez en refaire une nouvelle, mais on ne peut pas aller au-delà de 5 ans quand on conclut une convention d'indivision. On peut la faire pour une durée indéterminée. Dans ce cas, elle dure tant que le partage entre les indivisaires n'a pas eu lieu. Et elle peut s'arrêter à tout moment, à partir du moment où un indivisaire décide d'y mettre fin. Donc chaque indivisaire peut, à partir du moment où vous avez une convention à durée indéterminée, chaque indivisaire peut dire « moi c'est bon, j'arrête, je ne veux plus être sous cette convention d'indivision, je demande à sortir de cette convention, il n'y a pas de souci ». En revanche, si vous la concluez pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans max, vous devez rester dans l'indivision et gérer cette indivision pendant le temps de la durée qui a été fixée. Donc cette convention d'indivision va vous permettre de prévoir des règles spécifiques de gestion. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir organiser les périodes de jouissance du bien pour chacun des co-indivisaires, soit de façon privative et exclusive pour chacun des indivisaires, soit à plusieurs indivisaires, vous êtes 5, il y en a 2 d'un côté, 3 de l'autre, vous pouvez tout organiser. Et là, il faudra organiser la durée, le montant de l'indemnité d'occupation et bien évidemment toutes les charges qui vont avec. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important de bien dire, moi je ne veux pas que quand je fais un mois complet, je peux venir avec des tas d'amis, je paierai les consommations qui ont eu lieu pendant ce mois-ci. Donc c'est assez facile en fait, hein. Vous prenez le relevé de compteur au départ, le relevé de compteur à la fin et puis c'est assez simple. En fait on s'organise assez simplement. Ce qui est conseillé également, c'est quand vous avez une maison, il y a des biens mobiliers qui se trouvent dans cette maison. C'est toujours bien de faire un petit inventaire par huissier de tous les biens qui s'y trouvent pour qu'il n'y ait pas de choses qui disparaissent, en tout cas qui soient substituées. Donc vous changez de canapé que vous avez acheté chez Sina et vous en mettez un de chez Ikea. Je ne connais pas trop les prix, mais enfin je pense que ce n'est pas les mêmes prix. Il faut absolument faire un inventaire. Ça c'est vraiment le premier réflexe à avoir. À partir du moment où vous avez un bien dans l'indivision, il faut que chacun sache à qui appartiennent les biens mobiliers qui se trouvent dans l'immeuble. Si vous avez apporté votre touche personnelle, ça peut arriver, surtout il faut que ce soit bien listé et que l'État soit annexé à votre convention d'indivision. En fait, c'est des choses assez simples, mais qui peuvent créer des tensions et des crispations qui font qu'à la fin, vous allez vous fâcher pour des âneries, mais qui en fait n'aurait jamais dû arriver, mais ça va peut-être être le petit grain de sable qui va faire que tout va basculer du mauvais côté de la force, alors que si vous aviez bien mis à plat toutes les choses, c'est le buffet de l'arrière-grand-mère, donc ça appartient à tout le monde, personne ne peut y toucher, c'est mon canapé, c'est le réfrigérateur qui a été acheté par un tel, il faut bien organiser tout ça et bien lister chaque chose qui appartient à chacun des co-indivisaires. Ce
qui est pas mal de prévoir, c'est de nommer un gérant de l'indivision, ainsi que toutes ces conditions, bien évidemment, de révocation, éventuellement la durée de son mandat, et éventuellement, ça c'est moins facile à faire avaler, mais une rémunération. Parce que gérer un bien qui se trouve dans l'indivision, quand il y a beaucoup de travaux et d'entretien, et que c'est toujours les mêmes qui y vont, qui vont tondre la pelouse, qui vont couper les haies, qui s'embêtent à aller quand il y a un radiateur qui fuit, quand il y a des choses, c'est toujours les mêmes. Donc, quelquefois, de prévoir en fait une rémunération, ça permet aussi d'avoir un investissement sûr de la part de celui qui va gérer l'indivision. Alors, dans une indivision familiale, en général, on ne prévoit pas ça parce que ça crispe un peu. Mais quelquefois, c'est bien de le prévoir au cas où ça évite des difficultés. Parce que c'est toujours celui qui est le plus près ou celui qui est à la retraite alors que les autres travaillent. Mais néanmoins, ça coûte. Parce que vous habitez Paris, vous avez un bien en Bretagne, il faut les allers-retours. Enfin, c'est toujours les mêmes qui vont s'y coller. Ça, faut pas rêver. Dans une indivision, c'est toujours les mêmes qui font les efforts. Et il faut organiser ça. Donc une rémunération n'est pas forcément... Enfin, moi, je trouve que c'est toujours bien de la prévoir, en tout cas d'en parler, pour dire que les urines soient claires, quoi. On est d'accord, même si c'est toi qui y vas tout le temps, parce qu'au départ, ça amuse les gens d'aller tourner la pelouse, d'aller couper les haies, d'aller ramasser les légumes dans le potager, mais au bout d'un moment, ça lasse. Et surtout, on avance en âge et ce n'est pas forcément évident. Donc, ce que vous pouviez faire à l'âge de 70 ans, vous pourrez peut-être moins le faire à l'âge de 80 ans, sauf que vos propres enfants n'auront peut-être pas envie de le faire et puis les autres membres de l'indivision n'auront peut-être pas l'envie non plus d'y aller. Donc, c'est bien d'organiser ça et de se revoir et à chaque étape de la vie et chaque événement dans la vie, de dire moi, j'ai plus le temps, donc je passe le relais à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important de bien en parler, en fait, de discuter et d'informer les gens. À partir du moment où vous avez nommé un gérant de l'indivision, il va administrer. Néanmoins, vous allez répartir dans la convention d'indivision les pouvoirs de ce gérant et tout ce qui va dépasser les pouvoirs que vous lui avez prédéterminés dans la convention d'indivision va nécessiter une unanimité de la part des indivisaires. Donc toute décision qui dépassera les pouvoirs que vous aurez donnés au gérant de l'indivision dans l'indivision va être demandée à titre d'unanimité. Alors après, vous pouvez prévoir une majorité différente, mais en général, c'est comme ça. En revanche, pour vendre un bien immobilier, ça va nécessiter un mandat spécial des autres co-indivisaires. C'est-à-dire que même si vous dites au gérant « tu pourras vendre », il faudra quand même, au moment de la vente, un mandat spécial parce qu'il faudra déterminer le prix, parce que votre gérant, vous pouvez lui dire tu peux vendre, mais tu peux vendre à 100 000 euros, mais si le bien, en 10 ans, il a pris 200 000, vous n'allez peut-être pas d'accord qu'il le vende à 100 000 alors que le bien vaut 300 000. Donc on aura toujours un mandat spécial et je ne pense pas qu'un notaire prendra pour argent comptant le fait qu'une personne vienne vendre parce qu'elle a le mandat dans une indivision. Les sources les plus importantes de conflits, en fait, c'est l'indemnité d'occupation qui est toujours très difficile à négocier. Et c'est toujours difficile d'anticiper ça. Donc il faut bien voir, c'est-à-dire que tous les 3-4 ans, il faut revoir la valeur locative du bien, il faut se remettre d'accord sur la valeur de l'indemnité d'occupation, ça c'est très important. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord et que vous en avez marre d'être dans l'indivision, vous pouvez en sortir. Et pour sortir de l'indivision, vous avez soit une sortie amiable, soit une sortie judiciaire. Alors, la sortie amiable, elle se fait soit par la vente de sa part indivise à un autre co-indivisaire, soit par la vente de la totalité du bien par l'ensemble des co-indivisaires, soit par le partage des biens indivis. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes 5 indivisaires, il y en a 3 qui se disent « nous, on veut le récupérer », il y a 2 indivisaires qui vont dire nous on vend notre part, donc on va partager, on appelle ça un partage quand c'est entre les membres originaires de l'indivision. Et on dit voilà, il y en a 3 qui vont se faire attribuer le bien et en contrepartie, ils vont racheter entre guillemets la part des autres, donc ils vont verser ce qu'on appelle une soulte aux autres membres de l'indivision qui veulent en sortir. Ça, c'est si tout le monde s'entend bien, la valeur est fixée en accord entre tous les co-indivisaires, tout va bien. Et on va pouvoir mettre en place les financements et tout va bien se passer. La fixation du prix, c'est toujours le point de difficulté. Et dans ce cas-là, de faire intervenir
une personne dont c'est le métier, donc un notaire, un expert immobilier. Ça, c'est le plus important. Si le bien est surévalué, vous vous mettez d'accord, on surévalue le bien, aucun des indivisaires ne sera intéressé parce qu'il n'y a personne qui va vouloir surpayer le bien, ça ne va pas être possible. En revanche, si vous vous mettez d'accord sur un bien qui est en dessous de la valeur du prix du marché, il y a le fisc qui peut rentrer dans la boucle et qui peut considérer qu'il y a une donation déguisée. Forcément, vous vendez le bien, vous mettez d'accord sur une vente du bien à 100, il en vaut 300. Le fisc, lui, il s'en fiche que les autres aient fait une bonne affaire. En revanche, lui, il va perdre de l'argent parce que les droits qui devront lui être versés vont être moindres, donc il ne va pas être d'accord. Donc il va considérer ça comme une donation déguisée et risque de poser des difficultés et va faire un redressement. Ça, c'est la vente de la part d'un indivisaire à un co-indivisaire. Si on vend l'intégralité du bien, parce qu'aucun des indivisaires n'a les moyens de racheter la part des autres, ou parce qu'il n'y a personne qui peut conserver le bien, ou parce que personne n'est intéressé par le rachat des biens. Il faut que les indivisaires soient d'accord à la fois sur la vente et à la fois sur le prix. À partir du moment où le prix est déterminé, vous vendez le bien, c'est le prix qui sera partagé entre les co-indivisaires. Donc l'indivision va se reporter sur le prix et on va partager le prix en fonction des droits de chacun. Et là, s'il y a des indivisaires qui ont payé, qui ont fait des dépenses pour le compte de l'indivision, on va faire un compte de rétablissement et on va verser à chacun ses droits sur le prix en fonction des dépenses qu'il aura faites qui ne sera pas fait rembourser et les autres qui n'auront pas payé, qui auraient dû payer. Donc normalement, à ce moment-là, c'est le moment ou jamais, quand le bien est vendu dans son intégralité, de dire attention, moi j'ai payé pour le compte de l'indivision telle facture, j'ai jamais été remboursé, pour qu'on puisse faire les comptes et que chacun récupère ce qui lui est dû. Si jamais vous ne vous mettez pas d'accord, il y a des désaccords sur la répartition du prix de vente, là le notaire versera la somme qui sera issue de la vente sur un compte qu'il va mettre au compte client au nom de l'indivision auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et cette somme restera bloquée sur ce compte jusqu'à ce que les indivisaires se soient mis d'accord. Donc ça peut durer un moment. C'est pour ça qu'on parle souvent de compte bloqué, que le notaire ne peut pas nous rendre l'argent, mais en fait c'est parce qu'il y a un problème entre les indivisaires et que le notaire n'a pas le droit de délivrer les fonds tant que l'ensemble des indivisaires ne sont pas d'accord. Pardon ? Non, il n'y a pas de délai, ça peut durer des années, ça peut durer 20 ans. Hein. On peut les conserver autant de temps. Ah non, ça peut durer encore plus, hein. Il n'y a pas de problème. Les maximums de 30 ans, c'est quand on n'a pas retrouvé. Bah non, non, c'est quand personne ne les a réclamés. Là, les gens, ils veulent le réclamer, leur argent, chacun réclame son argent. Mais derrière, ils ne sont pas d'accord. Le problème, c'est que l'histoire des 30 ans qui reviennent à l'État, c'est quand personne n'a réclamé les fonds qui se trouvent sur un compte, parce que les gens ont disparu, enfin personne ne l'a réclamé. Donc là, au bout de 30 ans, si personne n'est venu réclamer son dû, mais vous inquiétez pas, les indivisaires, ils savent très bien qu'ils ont de l'argent sur un compte et il n'y a pas de souci, ils vont venir le réclamer. Hein. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un seul indivisaire peut donner mandat de vente à une agence immobilière ou à un notaire. Tous les indivisaires n'ont pas à signer le mandat pour qu'il soit valable. Mais en revanche, ce mandat qui sera signé par un seul des indivisaires n'engagera que lui. Donc c'est un peu chez qui se mord la queue, mais néanmoins, il faudra la signature de tout le monde pour pouvoir conclure la vente. Et ce, dès la promesse de vente. C'est-à-dire qu'un seul indivisaire peut donner mandat à une agence ou à un notaire pour mettre en vente le bien, mais tout le monde devra participer tant à la promesse qu'à la vente du bien. Puis, en étant présent ou en donnant mandat, mais il faudra que tout le monde ait donné son accord. Et une fois que le bien sera vendu, le prix partagé, ça met fin à l'indivision. Donc on a une indivision sur le bien est vendu, l'indivision se reporte sur le prix, et une fois que le prix est libéré et attribué, l'indivision prend fin. Tout est terminé. Ensuite, on a le partage des biens indivis, ça c'est la troisième façon de sortir amiablement de l'indivision. C'est quand, c'est souvent le cas où on a plusieurs biens successoraux. Donc on a 3 maisons, il y a trois enfants, et les 3 enfants sont propriétaires à concurrence d'un tiers de chacune des 3 maisons.
Et puis chacun des enfants dit bah, moi je préfère la maison à Megève, moi l'appartement de Paris, et puis moi l'appartement au Val-André, la maison au Val-André. Bah, chacun, on va partager et on va dire bah, toi tu seras attributaire de Megève, toi tu seras attributaire de Paris, toi tu seras attributaire du Val-André. Et en fonction du montant de chaque bien, il y aura des soultes qui seront inversés par un indivisaire aux autres indivisaires. Donc celui qui aura reçu un bien qui vaut 200, donc on va prendre que Paris vaut 300, Megève vaut 200 et puis le Val-André vaut 100. Donc on a une masse globale qui fait 600. Chacun a le droit à un tiers de chaque bien, donc ce qui fait que chacun a le droit à 200. Si on dit que A récupère le bien de Megève qui vaut 200, bah lui il a ses droits. Celui qui va récupérer Paris qui a 300, lui il aurait eu droit normalement qu'à 200, mais il a récupéré un bien de 300, donc il doit 100. Et celui qui récupère le Val-André qui valait 100, il doit récupérer 100 de plus. Donc celui qui a eu Paris va verser 100 à celui qui a eu le Val-André. OK ? Donc ça, c'est le partage des biens indivis. Et quand il n'y a pas de souci, on constitue les lots, les valeurs sont données, on attribue les biens et il y a des soultes ou pas en fonction de la valorisation des biens. Voilà. Donc chacun, et là pareil, hein, on ne peut pas jouer sur les valeurs en disant mais moi je suis d'accord pour que mon frère récupère Paris pour 200 alors qu'il en vaut 300. Là l'administration fiscale, comme je vous le dis, elle s'en fiche de savoir qu'un tel fait une bonne affaire, mais elle, financièrement, elle aura besoin d'argent, donc elle va remettre en cause la valorisation que vous aurez faite de tous les biens. Donc c'est pour ça que les notaires vous demanderont toujours une attestation de la valeur du bien pour être sûr qu'il n'y ait pas une remise en cause par l'administration fiscale de la valeur du bien. OK ? Et du partage. Alors ensuite, on peut sortir de façon judiciaire de l'indivision. Alors là, ça se complique. Pardon. J'ai une question. Oui ? La valeur du bien. Oui ? Le meilleur moyen, avec un manque de difficulté, pour que ce ne soit pas contestable. Est-ce que c'est par agence immobilière, Alors, pour que ce ne soit pas contestable, il faut saisir le juge qui nommera un expert immobilier pour… voilà. Mais sans aller jusque chez le juge, pardon, vous pouvez très bien… Chacun fait une estimation par une agence de son choix, sachant qu'il y a toujours de l'affect, c'est-à-dire celui qui ne va pas se faire attribuer le bien, qui veut qu'il soit estimé et surestimé, il va dire « Oh non, mais attendez, il vaut au moins ce prix-là, je vous demanderai de mettre ce prix-là ». Donc le mieux, enfin en général, les agences immobilières, ils rentrent… En tout cas, il y avait peut-être une époque où ça rentrait dans le jeu des indivisaires. Maintenant, ça ne rentre plus parce qu'ils… Comment ? Si, ils sont fiables parce qu'ils engagent leur responsabilité quand même. Donc, mais vous demandez à un notaire et nous, on a quand même une base immobilière. On a une base de référence de la valeur des biens. Donc, on a un truc qui est assez incontestable puisque nous, on sait quelle est la vraie valeur vendue du bien. C'est pas c'est mis en vente tel prix. On sait quel est le prix de vente du bien. Et nous, on a une base de données immobilières qui nous permet, en tant que notaire, d'avoir accès à la vraie valeur, en tout cas ce qui s'en rapprochera de façon la plus perfectible au prix de la valeur du bien. Voilà. Pardon ? Oui. Tout le territoire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Pardon ? Non, c'est notre base à nous. On a une base immobilière qu'on remplit. Tous les notaires de France remplissent les données et on a une vraie base immobilière. Donc à Paris, on a notre base de référence biens et en province, on a notre base pareil de données immobilières. Tous les notaires remplissent. Oui, tout à fait, mais en fait, c'est très… Oui, mais on remplit tout en fait. Donc le notaire, quand on a fait la vente d'un bien, on remplit toutes les caractéristiques avec le nombre de pièces, le nombre de salles de bain, l'état du bien, s'il y avait à rafraîchir, à faire une rénovation complète, etc. Ce qui nous permet d'avoir une vraie vision du marché immobilier en France. On peut y accéder à cette base je crois que ça a été ouvert, mais je ne suis pas très sûre. Ça n'a pas encore été ouvert. En tout cas, nous, on peut y accéder et votre notaire y a accès, il n'y a aucun problème. Hein. Tous les notaires de France ont accès à cette base de données. C'est ouvert maintenant, oui, c'est bien ce qui me semblait que c'était à nouveau ouvert. Oui, tout à fait. Oui, je crois que ça a été ouvert. Hein, c'est pour ça que je regarde les références, mais c'est bien ça, hein, ça a été ouvert, ouais.
Oui, toute la base biens est ouverte, ouais, maintenant tout le monde peut y accéder. Mais c'est très bien rentré. Hein. Non, mais souvent, si vous voulez, après, nous on a notre valeur, mais après les gens peuvent contester notre valeur en disant bah, vous êtes en Île-de-France, vous me dites qu'à Megève ça vaut autant. Moi je ne suis pas d'accord, donc on peut très bien demander à un confrère pour asseoir notre valorisation et à une agence. Enfin, je veux dire, après c'est la volonté des parties aussi. Hein. Mais le seul maître, ça va être l'expert immobilier nommé par le juge. Bon, là, on ne sera pas contestable. Et puis après, nous, on sait, on ne va pas faire des trucs bizarres et on ne va pas avantager une personne ou une autre. Hein, on n'a aucun intérêt à ça. On est notaire, hein, on est notaire d'un acte, on n'est pas notaire des parties. Donc il faut vous dire qu'on n'est pas là pour favoriser une ou l'autre personne, même si parfois il y a un ressenti qui est ça, mais on engage notre responsabilité, donc on ne s'amuse jamais à ça. Hein. Pardon, oui, excusez-moi. Est-ce que je peux terminer mon exposé et puis on revient sur votre question? Merci, c'est gentil. Donc la sortie judiciaire de l'indivision. Ça, c'est quand les indivisaires n'arrivent pas à se mettre d'accord, soit sur la gestion, soit sur le partage ou sur l'avenir du bien qui est dans l'indivision. Donc on arrive dans une situation de blocage dont il faut sortir. Et pour cela, comme on le rappelle dans le Code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, il va falloir saisir le juge si aucune solution amiable n'est trouvée. Donc, récemment, il y a eu une modification de la loi et à la majorité des 2/3, on peut demander à sortir, on peut saisir le juge à partir du moment où on représente les 2/3 des droits indivis et on dépose une requête auprès du tribunal de grande instance, du lieu, donc quand on est en succession, du lieu d'ouverture de la succession. Et là-dessus, on introduit une action en justice. On peut également saisir le notaire qui est chargé de la succession comme médiateur ou demander à la Chambre des notaires de nommer un médiateur, ça c'est possible, hein, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où vous saisissez le juge, vous rentrez dans une procédure qui commence à être normalement rapide mais qui s'avère être parfois longue. Alors, la procédure. Ceux qui veulent vendre, on est dans le cadre d'une succession. Il y a des indivisaires qui décident de vendre, ils vont demander au notaire et ils vont dire « nous, on souhaite vendre le bien ». Donc le notaire prendra acte de cette information qui va lui être faite par les indivisaires, qui représentent les 2/3 de l'indivision. Et dans le délai d'1 mois qui suivra l'information qui a été faite au notaire, le notaire va prévenir les autres co-indivisaires par acte d'huissier. Donc, les 2/3 d'indivision informent le notaire qui souhaite vendre le bien. Le notaire a 1 mois pour informer les autres indivisaires par voie d'huissier que les 2/3 veulent vendre le bien immobilier. Et ceux qui ont été prévenus par l'huissier ont alors 3 mois pour s'opposer à la vente. Tout ça, c'est bien orchestré. Sauf que, si jamais, dans les 3 mois, la personne qui a été informée de la volonté des 2/3 des indivisaires de vouloir vendre ne répond pas ou s'y oppose, le notaire va dresser un procès-verbal constatant soit le silence, soit l'opposition de celui qui n'a pas voulu que le bien soit vendu. À partir de là, les indivisaires vont saisir le tribunal. Les 2/3 des indivisaires qui ont fait, enfin 2/3 ou plus, vont saisir le tribunal qui va alors normalement autoriser la vente du bien à partir du moment où ça ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires qui s'y sont opposés ou qui ont gardé le silence. C'est là où ça se complique. Parce que dans les faits, on vous dit, donc globalement, en 4 mois, c'est fait, c'est plié, on va pouvoir vendre, il n'y a pas de souci. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'à partir du moment où vous avez suivi cette procédure, le juge doit vérifier que le fait pour les indivisaires qui ont demandé la vente du bien ne porte pas atteinte de façon excessive aux droits des autres co-indivisaires. Là, c'est subjectif.
Donc, enfin, c'est subjectif. Il va demander les raisons, il va interroger. C'est pas évident parce que les autres vont pouvoir dire, mais moi, c'était toujours le bien où j'ai vécu et j'y vis toujours avec mon chien et mes enfants. C'est hors de question, vous comprenez, c'est toute ma vie, etc. Donc, c'est pas évident. Donc, cette procédure, elle est un petit peu coûteuse et elle peut risquer d'être longue. Mais néanmoins, ça a été une avancée. C'est sorti, je crois, en 2013, il me semble, je ne sais plus. Enfin, il y a une simplification de la loi qui a permis donc de faire évoluer cette procédure qui avant était compliquée parce qu'on avait besoin de plus des 2/3. Là, aujourd'hui, on a les 2/3 de l'indivision qui peuvent demander à sortir et saisir le juge. Donc, enfin, saisir le juge une fois qu'ils ont prévenu le notaire, qu'ils voulaient vendre, etc. Oui. Ah ben là, on n'a pas de 2/3. On n'a pas de 2/3, c'est 50-50. Oui. Il faut les 2/3, oui. Quand on a 3 enfants qui ont chacun un tiers, c'est fichu aussi. Non, c'est bon, c'est 2/3, 1/3, voilà. Mais il y a une autre petite subtilité, c'est que quand vous avez un démembrement de propriété, vous ne pouvez pas suivre cette procédure. Il faut vraiment être plein propriétaire plein propriétaire des 2/3 pour pouvoir suivre cette procédure. Donc, quand vous avez un conjoint survivant qui a eu l'usufruit du bien, les enfants ne peuvent pas demander à sortir de cette indivision puisqu'il y a l'usufruit qui est toujours là. D'accord ? Donc, c'est en cas de décès du deuxième conjoint, voilà, où là, les enfants, on parle des enfants, hein, on va faire de façon simple, qui avec les 2/3 peuvent sortir. Mais quand vous êtes 2, vous n'avez pas les 2/3. Donc, on fait une procédure un peu plus longue. Mais on peut toujours sortir de l'indivision, hein, il faut saisir le juge. Mais cette procédure simplifiée ne peut pas être applicable quand il n'y a que 2 enfants. OK ? Pardon ? L'usufruit, c'est une partie de la pleine propriété. En fait, en droit français, quand vous êtes plein propriétaire, vous êtes titulaire de 3 attributs, qui sont l'usus, le fait de pouvoir utiliser le bien, le fructus, qui est le fait de pouvoir en tirer des revenus, et l'abusus, qui est le fait de pouvoir vendre. Quand on démembre cette pleine propriété, on parle d'usufruit, qui est composé de l'usus et du fructus, donc le fait de pouvoir utiliser le bien et de pouvoir en tirer les revenus, et l'abusus, qui est le fait de pouvoir le vendre. Et ça, ce sont les nus propriétaires. Usufruit, nus propriété. Voilà. Et quand l'usufruit décède, ça remonte au nu propriétaire sans avoir à passer par aucune procédure particulière, et le nu propriétaire devient plein propriétaire au décès de l'usufruitier. Voilà. La nue propriété ne peut pas être partagée entre les indivisaires. Si, bien sûr. Si, on peut toujours, mais que sur la nue propriété. Non. Donc ça, c'est le partage judiciaire. Quand on sort de l'indivision et qu'on va vendre en fait le bien qui était en indivision, ça va générer des frais. Et ces frais, si vous vendez à un co-indivisaire, donc la fiscalité, si vous vendez à un co-indivisaire, les droits sont de 2,5% sur la vente du bien. Si vous vendez à une tierce personne, c'est comme si vous vendiez si vous vendez à quelqu'un d'autre de l'indivision. Là, vous payez des droits de vente classiques à 5,80, enfin un peu plus, comme une vente classique basique. OK ? Pardon ? Quand vous vendez à un co-indivisaire, les droits dus à l'administration fiscale, c'est 2,5%. Ça va peut-être baisser puisque le Sénat a fait un amendement pour la loi de finances pour rebaisser les droits de partage à 1,10%, mais ce n'est pas gagné. Et quand vous vendez à une tierce personne, les droits, c'est 5,80%. C'est les droits de vente classiques. Ils vont baisser l'année prochaine, non ? Ah ben j'espère, mais je ne suis pas sûre. Les droits sont payés par celui qui achète. Voilà. Donc, vous vendez à un co-indivisaire 2,5%, vous vendez à une tierce personne, soit la totalité du bien, soit votre quote par indivise, c'est 5,80%. OK ? On paye au trésor public. Oui, enfin, c'est le notaire qui perçoit pour le compte du trésor public et qui reverse après. OK ? Alors, si vous vendez la quote par indivise, si vous vendez la quote par indivise, donc par exemple, on va prendre un bien d'une valeur de 50 000 €, on vend la quote par indivise à un autre co-indivisaire.
Si vous êtes tous les deux propriétaires, le bien vaut 50 000, vous vendez votre quote-part de 25 000, l'autre est déjà propriétaire de 25 000. Comme on arrête l'indivision, les droits de 2,5% sont liquidés sur la valeur totale du bien. Si vous êtes 3 indivisaires, donc on fait 60 000, le bien vaut 60 000, 20 000, 20 000, 20 000, il y en a un qui vend aux deux autres, ce sera sur, comme l'indivision ne cesse pas, ce sera sur la valeur de la part licitée, donc sur 20 000 euros. D'accord? Mais à partir du moment où l'indivision cesse, on paye des droits sur la valeur totale du bien. D'accord? Et si vous vendez à une tierce personne, c'est sur la valeur de la part licitée. Donc vous vendez 25%, c'est 5,80 sur 25%. Vous vendez la totalité du bien indivis, c'est sur la valeur totale du bien indivis. Voilà.